Salut Colin, on est de retour pour l'épisode 4, hein? C'est ça? Je pense que oui, 4. Parfait, 4. Mon Dieu, ça va bien. Mais là, petit secret de tournage, d'enregistrement pour vous. Là, on a vraiment eu une vraie semaine de congé entre... Là, c'est une deuxième journée. Fait que si vous nous trouvez plus en forme cet épisode 4, c'est parce qu'on a eu le temps de se reposer. Et vous allez peut-être entendre dans nos voix qu'on est habillés différemment que pour les 3 premiers épisodes. J'ai des boxeurs plus lousses, fait que ma voix est plus grave un peu. Les miens sont propres aujourd'hui. Fait que yes. Là, Colin, tu m'as rappelé, parce que je suis pas un bon podcasteur, tu m'as rappelé qu'on n'a pas parlé une seule fois de Spotify et tout ça. Donc, je te laisse faire le pitch. On dirait que c'est toi l'expert. Ben, on le dit dans les autres saisons. Si vous êtes nouveau, on vous encourage à nous mettre 5 étoiles, soit sur Spotify, soit sur Apple Music, et ou sur les autres plateformes que vous utilisez, mais je suis pas sûr que les autres plateformes laissent l'option de mettre 5 étoiles, mais ça aide vraiment dans le référencement après. Fait qu'hésitez pas à, si vous aimez le podcast, mettez-nous 5 étoiles, ça fait une grosse différence. On a déjà beaucoup... Moi, je suis allé fouiller sur Spotify tantôt, puis on a beaucoup de bonnes cotes. J'étais agréablement surpris, plus que je pensais. Oui, non, vraiment. Puis, vous pouvez aussi laisser des critiques et tout ça sur les plateformes qui le permettent. Oui. C'est très apprécié. D'ailleurs, l'an dernier, on a eu une critique qui nous a enlevé une étoile parce qu'on parlait pas assez d'Anna Arendt. Puis ça a été mon commentaire préféré de toute la saison. Pas vu ça, mais c'est très drôle. En même temps, c'est pas faux parce qu'on en a parlé 0 fois. Oui, c'est ça. Puis je pense pas qu'on va en parler cette saison-ci. Mais là, je pense qu'on vient de le faire. Ça continue, voilà, ça compte. C'est coché. Parfait. Fait qu'on espère 5 étoiles cette saison-ci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, quand on s'est laissé au dernier épisode, je t'avais parlé de la fois où Amazon a manqué mourir et toutes les rondes d'investissement qu'il a dû faire. Et puis finalement, ils ont survécu à la fameuse bulle du .com. Je te ferai pas toute l'histoire d'Amazon après ça, là, de cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Ça serait super long, puis je suis un peu trop paresseux pour décrire chaque année financière d'Amazon. Je pense que ça serait un peu plate. Et de toute façon, il y a une bonne partie de l'histoire que tout le monde la connaît. T'sais, ils ont offert de plus en plus de produits, ils sont imposés au tournant des années 2010, sont devenus super gros et tout le monde achète maintenant tout sur Amazon. Puis, c'est une histoire que tout le monde connaît aussi parce que contrairement, par exemple, à Tesla, qui vendent surtout à des gens qui ont plus d'argent. Tout le monde... à part ceux qui les boycottent, et on vous encourage. Moi, je vous encourage à le faire, mais tout le monde achète sur Amazon. Oui, c'est ça, exactement. Par contre, même si tout le monde utilise Amazon, je pense pas qu'on mesure à quel point Amazon peut parfois être une compagnie cruelle et sans scrupules dans sa recherche de profit. Et tout ça, ça vient de Jeff Bezos lui-même, qui est quelqu'un qui se décrit comme très compétitif. Et là-dessus, je pense qu'il y a une bonne analyse de lui-même. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner. Il a une obsession de gagner. Sa mère a même raconté que quand il était plus jeune, elle l'a inscrit au football. Et il détestait ça. Il aimait vraiment pas jouer au football. Il paraît qu'il était quand même très bon, ceci étant dit, ce qui m'a aussi étonné, là, parce qu'il y avait quand même l'image du jeune nerd qui faisait de la calvitie. Pas que les cheveux, ça aide au football, là, mais... en fait, la calvitie, ça aide parce que c'est plus aérodynamique. C'est plus aérodynamique en dessous de ton casque. Mais il reste que, tu sais, il donne pas l'image de quelqu'un qui était un grand athlète au secondaire. Mais non, apparemment, qu'il était très, très bon au football, mais il détestait ça. Ceci étant dit, même s'il haïssait ça, il s'est mis à pleurer, apparemment, quand son équipe a été éliminée la première année, parce que ce qui haïssait encore plus que le football, c'est de perdre. Exactement. Fait que oui, Amazon, sous la gouverne de Jeff Bezos, sont prêts à bien des coups bas pour maintenir leurs avantages. Puis là, je veux pas diagnostiquer Jeff Bezos, j'ai certainement pas les qualifications avec mon diplôme de l'école de l'humour, mais je veux juste mentionner, comme ça, là, à propos de rien en particulier, qu'il y a une étude en 2016 qui a démontré qu'un cadre haut placé sur 5 dans le milieu des affaires, dans le monde corporatif, aurait des tendances psychopathes, ce qui serait 5 fois plus que dans la population générale. Et je dis ça complètement hors sujet, ça n'a pas rapport à tout. Je suis sûr qu'au fur et à mesure qu'on monte dans à quel point l'entreprise est grosse et imposante, le pourcentage augmente, oui. Je serais pas surpris non plus. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il y a un super haut pourcentage de psychopathes dans genre les gens qui ont des dépanneurs. Là, non. Je pense que c'est plus dans les grandes corporations. Voilà, fait que c'était juste une petite parenthèse hors sujet. Vous en faites ce que vous en voulez. Fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de certaines des tactiques déloyales qu'Amazon a utilisées pour faire face à ses concurrents, mais aussi à des tout petites entreprises et des PME qui sont pas vraiment des concurrents et qui auraient probablement jamais pu le devenir. Donc, il n'y a jamais de cible trop petite pour Amazon. Fait que oui, ça c'est l'épisode où Amazon piétine les petits libraires, puis les vendeurs de disques, puis les trucs indépendants. Je vais quand même, puis là, je le dis tout de suite, je vais quand même assez peu parler des librairies et tout ça parce que, je pense que tout le monde comprend un peu déjà la mécanique. Le monde se sont mis à acheter plus de livres sur Amazon, les librairies indépendantes. Oui, puis on en parle aussi depuis quelques années. Oui, c'est ça. Les librairies indépendantes. C'était les premières vraies victimes d'Amazon. Exact.
Donc, c'est ça, ils ne pouvaient pas accoter ces prix-là, puis elles ont fermé. Mais je pense que tout le monde comprend la mécanique de ça. Puis même, j'aurais envie de dire, si j'étais hyper capitaliste, mettons, et que j'adorais le capitalisme, ce qui n'est pas le cas, on pourrait dire, ben c'est juste la survie du plus fort, puis une entreprise plus moderne, plus flexible, plus agile a devancé le pion d'une espèce de darwinisme économique. Oui, mais même, ceci dit, même les gens qui défendent le capitalisme se méfient des monopoles, qui tombent dans la cour d'Amazon aussi, mais oui, je comprends ton point. Complètement. Et j'appuie pas, évidemment, c'est pas ce que je défends, mais je veux dire, à la limite, on pourrait penser que c'est juste le monde des affaires et que c'est normal, mais ils ont fait des trucs qui sont pas normaux. Qui étaient gratuits un peu. Exact, et c'est à ça qu'on va arriver. Et en passant, je veux aussi dire, on va parler du traitement des employés d'Amazon au prochain épisode. Donc là, c'est vraiment, on se concentre sur leurs rivaux d'affaires, mais pour ce qui est de travailler chez Amazon, ça sera le sujet du prochain épisode. Donc, il y a deux créations d'Amazon qui leur ont vraiment donné un gros avantage. La première, c'est AWS, Amazon Web Services, qui est tout ce qui est les serveurs, le cloud computing et tout ça. Ça, je garde ça vraiment pour le dernier épisode. On va peu en parler pour le moment. Mais qui est un volet, c'est ça, qui est un des plus... C'est genre l'affaire la plus rentable pour Amazon. Exactement. Puis ça lui a donné un énorme avantage sur le marché que les autres n'ont pas. Mais ça, on va garder ça pour notre dernier épisode sur le monopole, Amazon et le monopole. Par contre, l'autre volet qui a été vraiment clé dans le succès d'Amazon, c'est Marketplace. Marketplace, c'est l'évolution d'Amazon Auctions dont je t'avais parlé, là, sur lequel Jeff Bezos s'est acheté un squelette d'ours polaire. Qui était inspiré de Etsy, en fait. Pas d'Etsy, de eBay. Exactement. Donc, suite à l'insuccès de Amazon Auctions, eBay ont essayé de l'acheter, d'ailleurs. Ils ont fait une offre pour acheter Amazon Auctions. Et Bezos voulait rien savoir parce qu'il pensait qu'il y avait encore du potentiel qu'il n'avait pas exploité dans cette idée-là. Et bravo à lui parce que en novembre 2000, c'est devenu Amazon Marketplace. Et vous connaissez ça, même si vous ne pensez pas le connaître. C'est ça, moi, j'ai jamais entendu parler d'Amazon Marketplace. Ouais. En gros, l'idée, c'est de permettre à des tiers de vendre des produits directement sur le site d'Amazon. Donc, encore aujourd'hui, mettons, tu achètes un produit, tu peux voir si c'est vendu par Amazon ou par une autre compagnie. OK, mais ça j'avais l'impression que c'était dans la structure dès le début, mais non en fait. OK. Ça a été vraiment en 2000 que ça a été ajouté. Au début, c'est ça, avec Amazon Auctions, les tiers étaient vraiment dans une espèce de sous-site à part. Et là, la grosse idée qui était géniale, c'est on va mettre toutes les tiers avec le reste des produits. Donc, ils vont être dans le même catalogue. Ils vont être même en compétition contre nos propres produits, en fait. Ce qui était un désastre pour beaucoup de gens à l'interne, dont la job était d'augmenter les ventes de produits d'Amazon, parce que là, ils se retrouvaient avec la compétition. Plus de compétiteurs. Et sur leur propre site, tu sais, comme leur propre employeur leur faisait compétition, ce qui compliquait les choses. Mais juste pour clarifier, tu sais, Marketplace, par exemple, moi, j'ai acheté beaucoup de jeux de Switch sur Amazon dans les dernières années. J'ai arrêté depuis, là, je suis en rémission, mais je l'ai fait pas mal. Et souvent, c'est arrivé que, tu sais, je commandais un jeu de Switch, mais par exemple, c'était vendu soit par l'éditeur directement, par un magasin de jeux vidéo qui vendait aussi sur Amazon. Donc, souvent, quand vous regardez, vous allez voir si c'est vendu par Amazon ou par une compagnie chinoise ou par une boutique dans votre ville qui vend sur Amazon. Quand vous regardez le nom en bleu, c'est là que vous voyez vraiment. Puis, si c'est pas Amazon, dans le fond, c'est une vente sur Marketplace. Fait que c'est encore le cas. C'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Quand ils ont annoncé ça, comme je te disais, évidemment, à l'interne, ça capotait. Puis, il faut comprendre, en fait, c'est là où j'en profite pour parler de la structure chez Amazon. C'est beaucoup en silo. En fait, ils aiment beaucoup garder des petites équipes. Ils appellent ça des two pizza teams. L'idée, c'est que quand tu fais une équipe sur un projet, il faut qu'il n'y ait pas... Que tu puisses les nourrir avec deux pizzas. Que tu puisses les nourrir avec deux pizzas, exactement. Parce qu'ils pensent que des grosses avec deux équipes... pizzas puis un petit post-it marqué Don't form a union, please. Exactement. Faites pas de syndicat. Ben, il y a ça. La première des choses, c'est qu'en faisant des petites équipes, ça évite que les gens deviennent trop associés, trop proches. C'est intéressant, ça. Oui, puis tu penses-tu que c'est stratégique? C'est OK, on veut pas qu'il y ait des trop gros groupes qui se parlent puis qui s'entendent ensemble. Je serais pas surpris que ça fasse partie de l'équation, mais je pense vraiment qu'à la base, c'est qu'ils voulaient garder ça quand même flexible, agile, mettons. Puis ils voulaient pas qu'il y ait des grosses équipes, qu'il y ait des gens qui puissent se cacher derrière le travail d'autres et pas faire grand-chose. Je pense que c'était ça à la base. Puis que ça devienne pas, on fait rien parce qu'on est toujours en comité puis en sous-comité de sous-comité. Mais je pense que c'est un autre avantage indirect quand même que ça nuit aux efforts de syndicalisation, là. Je pense pas que c'est un inconvénient pour lui, mais je pense pas que c'était le but premier. Puis je vais faire une petite parenthèse, j'en parlerai pas beaucoup, mais ils ont une obsession chez Amazon qui est amenée par Jeff Bezos. Ils voulaient vraiment que ce soit ce qu'ils appellent une Day One Company. Ils voulaient qu'Amazon continue à fonctionner comme s'il était une petite start-up qui en est à son premier jour dans le monde des affaires puis qu'il faut qu'il fasse tout
tout pour réussir à se faire une place. Qui est une excuse pour avoir le couteau dans la bouche tout le temps. Genre. Exactement. Mais ils ont vraiment fonctionné de même. Ça fait en fait depuis 30 ans qu'ils fonctionnent le couteau entre les dents. Puis il y a beaucoup de fois où il a shaké, par exemple, des structures corporatives et tout ça, juste parce qu'ils voulaient remettre l'esprit des One, puis ils trouvaient que les gens étaient trop confortables, puis ils tombaient dans une routine, puis ils disaient on fait des choses parce qu'on les a toujours faites de même. Donc ça fait partie aussi de ça, les Two Pizza Teams. Mais toujours est-il que... Ce qui est juste une expression, parce qu'on a vu dans un des épisodes passés qu'ils voulaient même pas acheter de la pizza aux employés. Oui. C'est vraiment juste une expression. Oui, s'ils mangent 2 pizzas, ils payent leurs 2 pizzas, absolument. Donc, c'est ça fonctionne beaucoup en structure, en silo. Chez Amazon, tu as une équipe en charge, par exemple, des produits vendus directement par Amazon, et tu as une autre équipe qui est en charge de Marketplace, et ces deux équipes-là ne travaillent pas ensemble, ils sont même en compétition à l'interne pour les ressources. Et ça, c'est l'autre affaire, en fait. Il veut créer ce climat-là de compétition à l'interne pour que tout le monde ait peur de perdre sa job tout le temps, puis que leur département soit réduit. Puis qu'est-ce qui va déterminer si le site push telle affaire ou telle affaire, tu sais? Si le site va plus pousser les produits Amazon ou les produits de Marketplace? Je te dirais jusqu'en 2021, c'était Jeff Bezos qui déterminait qui méritait le plus son attention et ses ressources, puis c'est les projets auxquels il s'intéressait. Il fallait que tu fasses des projets qui intéressent le patron, en général. Donc, soudainement, Jeff Bezos venait de créer une nouvelle verticale qui allait faire directement compétition à son équipe de vente interne. Non seulement, par exemple, les vendeurs de livres, ceux qui s'occupaient de vendre des livres chez Amazon devaient se battre contre Walmart ou Barnes & Noble, mais là, soudainement, ils devaient aussi s'arranger pour pas se faire undercut, pour pas se faire battre avec des prix plus bas sur leur propre site. Les éditeurs aussi ont capoté quand ils ont annoncé l'arrivée d'Amazon Marketplace, parce que là, soudainement, en vendant les livres directement sur leur marché, ça attaquait la structure des prix, parce que les livres usagés étaient vendus à côté des livres neufs, mais ils pouvaient être vendus évidemment moins cher parce qu'ils étaient des livres usagés. Ce que tu trouverais jamais dans une librairie. Tu sais, dans une librairie normale, tu vas pas avoir Harry Potter flambant neuf à 35,99 puis juste à côté une copie usagée qui est vendue 24,99. Ouais. Ça va être il y a des librairies de livres usagés, mais ils sont pas sur le même étalage dans une librairie. Oui, exactement. Et là, ça touchait soudainement le prix du livre, qui était comme un truc sur lequel tout le monde s'entendait on s'attaque pas au prix du livre parce qu'on veut continuer à nourrir cet écosystème-là et à payer les auteurs. T'sais. Mais tout ça, évidemment, ça dérangeait pas Bezos parce que ça alimentait le fameux flywheel dont je t'ai parlé au dernier épisode. Plus de vendeurs sur le site, ça fait plus d'offres, des prix plus bas et ainsi de suite. Puis, là, ça se peut que je jump en avant un peu, mais Amazon prenait une cote pour chacune des ventes. Okay. Amazon avait quand même intérêt à ce que les produits soient vendus le plus cher possible. Tu sais, s'ils prennent un 2%, ils aiment ça quand c'est vendu 2000 plutôt que 1500. T'sais. Oui, absolument. C'est sûr que là, ils ont un avantage, mais la priorité de Bezos, ce qui ressort, c'est juste le trafic, la quantité de monde. Exact. Tu sais, faire une pièce de plus sur un livre vendu, c'est pas tant ça qui l'intéresse, c'est d'avoir 100 000 clients de plus. Okay. Fait que c'était vraiment d'attirer le plus grand volume de clients, de vendeurs pour attirer le plus grand volume de clients, en fait. Beaucoup plus que j'ai fait 2 pièces de plus sur ce livre-là. C'était pas, c'est des économies de bout de chandelle au final pour une si grosse compagnie comme Amazon. Ça a été un énorme succès. Aujourd'hui, d'ailleurs, selon Amazon eux-mêmes, c'est 60% des transactions sur le site qui passent par Marketplace. Donc, c'est plus que la majorité. Je suis surpris. Moi, je pensais que c'était surtout des produits Amazon qui étaient vendus. Absolument pas. C'est formidable pour eux parce qu'ils font une cote sur chacune des ventes, comme tu m'as demandé. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de l'approvisionnement eux-mêmes, de trouver ces produits-là, de les développer dans plusieurs cas aussi. Par exemple, tu vends des vélos, mais c'est pas eux autres qui ont besoin de faire la recherche, de trouver une usine qui va pouvoir faire le vélo, puis comment on peut fabriquer des suspensions pour moins cher. Et les vendeurs doivent les payer s'ils veulent que Amazon s'occupe de la livraison. Donc, par exemple, c'est ça, tu payes évidemment une cote sur la vente de ton produit, mais si tu veux que ça soit livré par Amazon, ce que tu n'as quasiment pas le choix de faire si tu veux vendre, parce que les clients cliquent beaucoup moins si c'est pas Amazon Prime. Parce qu'il n'y a pas, OK, je comprends. Ça. Donc, fait qu'il y a des produits qui sont Amazon Prime, garantis de livraison en temps de jour, puis qui sont quand même vendus par un tiers. Exactement. Oui, la plupart des produits, c'est ça, en fait. Tu peux choisir d'offrir ta livraison toi-même, mais là, ça va être plus long, puis tu n'auras pas le logo Amazon Prime, ce qui fait que les gens sont beaucoup moins intéressés. Puis d'ailleurs, Amazon sont devenus les plus gros transporteurs de colis privés aux États-Unis en 2022. Amazon est rendu plus gros que FedEx et UPS en volume de colis livrés, ce qui est malade parce que c'est même pas leur activité principale. C'est montrer à quel point ils sont gigantesques. Et il faut que tu payes aussi si tu veux être vu sur le site d'Amazon, tu es un vendeur tiers. Bref, il y a beaucoup de façons de monétiser ces vendeurs tiers-là, mais en enlevant beaucoup de coûts et d'inconvénients pour Amazon. Si tu es un vendeur tiers sur Amazon, les montants qu'ils prennent varient beaucoup, dépendamment de combien tu mets en pub et des divers frais qu'ils te chargent. Mais en 2023, selon l'Institute for Local Self-Reliance, qui est cité dans le livre de Mattioli, Amazon prenait 45% en moyenne de chaque vente sur Marketplace.
45 OK, c'est énorme. Moi, tantôt, je disais 2 mais OK, ils prennent quasiment la moitié de... OK, c'est fou. 45 contre 19 en 2014. Donc, plus qu'ils s'imposent, plus qu'ils en profitent pour augmenter leur marge aux dépens des vendeurs. Puis bon, c'est à prendre avec un grain de sel, mais pour le fun, j'étais avoir une discussion sur Reddit, sur un subreddit de gens qui vendent sur Amazon, de vendeurs tiers. Et ça allait dans ce sens-là, autour de 45 mais il y en a pour qui c'était pire. En fait, le commentaire le plus populaire, cette discussion-là, disait que dans son cas, Amazon prend à peu près 70 du montant final. Donc, 45, c'est une moyenne, mais dépendamment d'une foule de paramètres, ça peut être encore plus que ça. Et si tu penses t'en sortir en montant le prix sur Amazon pour couvrir les frais qu'Amazon t'impose, oublie ça. Parce que si leur algorithme détecte que tu as vendu ton produit moins cher ailleurs, tu es enterré dans les résultats de recherche. Donc, tu dois obligatoirement vendre ton produit au même prix ou encore mieux, moins cher. Que genre sur ton site ou sur d'autres affaires. Okay. Exactement. Puis ça, c'est ça. On va aussi revenir dans le dernier épisode sur le monopole. C'était un gros épisode, le dernier. Je vous avertis, là, prenez votre café avant le dernier. Mais quand on va parler d'Amazon, des accusations de monopole, c'est justement un des arguments de leur adversaire, en fait, que Amazon, ils se vendent d'offrir les meilleurs prix, mais au final, c'est juste parce qu'ils utilisent leur position qui est ridiculement dominante pour empêcher les marchands de baisser leur prix ailleurs. Fait que oui, ils ont les meilleurs prix, mais ils ont les meilleurs prix parce qu'ils obligent les autres à garder leur prix plus élevé. T'sais. Donc, est-ce que c'est vraiment avantageux pour le client? Ben, on en reparlera. Puis, une anecdote personnelle qui illustre un peu l'affaire. Il y a une couple d'années, là, je me suis magasiné une télé, puis ma télé avait rendu l'âme, puis je me suis magasiné une télé quand même haut de gamme, parce que, bon, j'étais un gamer, tu le sais, puis, écoute, ça prend le summum de qualité pour jouer à Pokémon et ses graphismes de 2008. Fait que j'ai fini par acheter ma télé sur Amazon, même s'il était vendu sur Marketplace par une boutique québécoise. Donc, je l'ai vu quand j'étais magasiné que c'était vendu par, j'oublie le nom, mais c'était une chaîne québécoise, là. Et sur leur propre site... c'était plus cher, c'était plus cher sur le site du marchand que sur le site d'Amazon, parce qu'ils voulaient pas se faire barrer, puis ils voulaient garder leur position avantageuse sur Amazon. Puis je me rappelle même, je pense que je les avais contactés pour savoir s'ils voulaient me faire un prix plus bas. C'est ça que j'avais demandé. En fait, aurais-tu pu te pointer au magasin et dire « Hey, je sais que vous le vendez à ce point-là sur Amazon. Si on leur dit pas, pouvez-vous me le vendre au même prix? » Peut-être en personne, mais en tout cas par le site, c'était impossible. Okay. Puis il m'avait dit, fait que j'avais fini par le commander sur Amazon. Je pense qu'ils pouvaient l'offrir au même prix, mais là, j'allais payer la livraison. Fait que j'étais comme, puis tu sais, sur une télé 50 pouces, mettons, on s'entend que la livraison, c'est pas 10$, là, tu sais. Fait que j'étais comme, ben, je vais le commander sur Amazon. Ça doit être frustrant pour eux autres aussi parce qu'ils vont faire moins d'argent. Ben oui, ils ont fait beaucoup moins d'argent. Puis c'est ça, je le regrette aujourd'hui, là, parce que je sais pas, je pense que j'avais payé ma télé peut-être 1700 dans le temps, ce qui était quand même cher pour une télé, mais bon, c'est ça, je voulais investir. Puis c'est pas certain qu'il lui a resté 1000$ dans leur poche sur le 1700. Puis ça compte pas le prix de la télé qu'ils ont dû acheter eux autres du fournisseur, puis toutes leurs dépenses, puis ça. Donc c'est fou. T'sais, aujourd'hui, je referais pas ça probablement. Là, j'emprunterais de char à quelqu'un puis j'irais la chercher moi-même. Mais j'étais pas au courant de tout ça à cette époque-là. Et c'est terrible, en fait, pour les entreprises locales, même si elles vendent sur Amazon. Puis c'est pas juste un cauchemar pour une question de prix, être un vendeur tiers sur Amazon, c'est aussi un cauchemar parce que tu dois constamment faire face à des produits de contrefaçon ou à des produits moins chers parce qu'ils sont de moins bonne qualité, voire dangereux. Amazon aime ça se vanter qu'il y ait des petits commerçants à se développer et à rejoindre le monde entier. Je sais pas si c'est encore le cas, là, parce que c'est plus rare que j'écoute le câble aujourd'hui, mais il y a une couple d'années, il y avait des pubs au Québec avec des marchands qui disaient justement qu'Amazon leur avait permis de rejoindre une clientèle aux quatre coins du monde, faire exploser leur chiffre d'affaires. Puis on suivait ces petits commerçants-là. C'est des pubs d'Amazon. Exactement. Okay. Mais qui disaient, hey, cette dame qui fabrique des mocassins à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avant, il y avait juste le salon des métiers d'or pour elle. Maintenant il y a le monde entier. Et ça faisait partie d'une campagne de pub plus large pour redorer l'image d'Amazon. Et c'est aussi leur angle d'attaque, en fait, quand ils font du lobbyisme auprès des politiciens. Ils disent non seulement on crée des emplois avec nos livreurs et nos entrepôts, mais en plus, on permet à plein de petites PME de prendre leur envol. Fait que c'est pas vrai qu'on tue les petits commerçants, on aide des PME à grandir. Mais la réalité, évidemment, c'est pas vraiment ça. La plupart des marchands sur Marketplace, c'est pas ton oncle ébéniste qui fait des super belles tables de cuisine sculptées à la main et c'est pas ta belle-sœur qui vend des savons faits dans son garage. En fait, selon toujours l'Institute for Local Self-Reliance, de 2007 à 2017, il y a 65 000 petits détaillants qui ont fermé aux États-Unis seulement en 10 ans. J'ai pas les chiffres post-pandémie, mais c'est clair que ça s'est accéléré parce qu'il y a eu un virage intense vers le commerce en ligne. Toujours aux États-Unis, le American Booksellers Association et Civic Economics ont collaboré sur une étude qui estimait qu'en 2018, Amazon avait mené à une perte nette de 700 000 emplois au pays en une année. C'est quand même fou. Là. Ouais. Il y a tous les commerces qui ont fermé à cause d'Amazon. Exact. J'ai essayé de trouver les chiffres pour le Canada, mais quand tu... puis ça, j'ai capoté quand je tombais dessus. Quand tu fais une recherche sur les impacts d'Amazon au Canada sur Google, un des premiers résultats, c'est un article du Globe and Mail
qui est commandité par Amazon, qui fait juste vanter tous les bienfaits d'Amazon sur l'économie canadienne. Mais comment tu vois qu'il est commandité par Amazon? Parce que c'est pas un article officiel, c'est comme un... Ça a l'air d'un article... C'est comme une publicité, mais sous forme de... Ça a l'air d'un article officiel, puis là, je lisais ça, puis j'étais comme, mon Dieu, ils sont bien mandés sur Amazon. Et à la fin, c'était marqué, cet article a été commandité par Amazon. Et la grosse manne, évidemment, pour Marketplace, c'est pas les petits commerçants, c'est les usines chinoises qui ont migré de eBay, Wish, Alibaba, Temu et tout ça. En 2015, les vendeurs chinois représentaient 46% des ventes des produits les plus populaires aux États-Unis sur Marketplace. 46%. Les chiffres actuels que j'ai trouvés disent que ça serait plus de 50% aujourd'hui des vendeurs sur Marketplace qui sont en Chine. Pas sûr à 100% de la source que j'ai trouvée. Ceci étant dit, là, c'était pas... j'ai eu de la misère à contre-vérifier l'information, mais en tout cas, on peut raisonnablement penser que c'est autour de 50%. Puis là, je vais faire attention, là, évidemment, mon point, c'est pas... on haït la Chine, puis on haït les Chinois, là, évidemment. C'est juste que les normes de sécurité et tout ça sont pas les mêmes du tout en Chine qu'ici. Encore moins quand il est question de propriété intellectuelle. Ceci étant dit, ils n'ont vraiment pas des lois très sévères sur la protection de la propriété intellectuelle. Et Amazon a volontairement favorisé, en fait, le laisser-aller parce qu'ils veulent le plus de produits possible et payer le moins d'employés possible pour valider manuellement chacun des produits qui sont affichés sur le site. En fait, c'est vraiment un algorithme Fait qu'il y a jamais de garantie de qualité ou quoi que ce soit. Absolument pas. À part les stars des utilisateurs. Parce que moi, c'est un peu vers ça que j'allais, parce que j'ai l'impression, moi, quand je magasinais sur Amazon, j'y allais vraiment avec la cote des autres utilisateurs. Ouais. Fait que j'ai l'impression que les très mauvais produits, c'est plus un enjeu parce qu'ils tombent vraiment, vraiment en bas de la liste à ce moment-là. C'est en effet souvent l'argument que Amazon va donner, mais comme tu vas voir, plus ou moins, dans le sens que, oui, les critiques, ça aide, mais il y a beaucoup de marchands chinois qui utilisent aussi des bots pour créer des fausses critiques. Puis moi, je sais pas si ça t'est arrivé, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois de commander un produit qui était clairement de Chine dans un case de cellulaire ou une affaire. Et j'avais un petit papier qui disait, va mettre une critique 5 étoiles, puis on va t'envoyer telle affaire gratuite. Ça il encourageait tous les clients. Exactement. Fait que c'est ça, les produits qui sont mis en vente ne sont pas validés manuellement, absolument pas. Et donc, pour la qualité, comme tu disais, mais aussi pour les droits de propriété intellectuelle, tu peux copier le produit de quelqu'un d'autre et si l'algorithme ne le détecte pas... Puis même des fois, j'ai l'impression que même s'il le détecte, ça tombe, on s'en fout un peu. Donc, ça fait que l'histoire de vendeurs qui offrent un produit pour soudainement se retrouver en compétition contre des dizaines d'imitations cheap sont trop nombreuses pour être comptées. Ça arrive constamment. Puis des fois, d'ailleurs, les imitations sont pas juste injustes pour les vendeurs, elles sont carrément dangereuses. En 2019, le Wall Street Journal ont fait une enquête sur Marketplace et ils ont trouvé plus de 4000 produits jugés dangereux par soit les agences fédérales américaines, mal identifiés ou carrément bannis par les autorités. Là-dessus, qui n'aurait pas été en vente aux États-Unis normalement. Genre. Que ça n'aurait pas été légal de vendre, par exemple, pour un Walmart qui n'aurait pas eu le droit de vendre ça. Là-dessus, il y avait plus de 2000 jouets et médicaments qui venaient pas avec les déclarations de risque de santé pour les enfants, notamment. Ils ont commandé un échantillon de 10 produits pour enfants. Ils ont envoyé ça à un laboratoire et il y en a 4 sur 10 qui n'ont pas passé les tests de sécurité. Il y avait notamment un xylophone pour jeunes enfants, là, pour toddler, rempli de plomb. Et je cite Mattioli qui cite... 100% plomb. Oui, mais ça sonne mieux. Les notes sont plus pures quand c'est 100% plomb. Mattioli... oui, mon Dieu. Ou, en tout cas, il va devenir trop con pour se rendre compte que ça sonne mal, un des deux. Parce que c'est ça. Mattioli, c'était le CDC, là, le centre, l'équivalent, en tout cas, de l'autorité de la santé là, aux États-Unis. Ils ont démontré que même un bas niveau de plomb dans le sang affecte l'intelligence, la concentration et la réussite académique des enfants. Donc, il n'y a pas de quantité de plomb sécuritaire pour un enfant. Et là, ça dépassait énormément les normes acceptées de plomb dans un xylophone pour bambins qui vont clairement se mettre dans la bouche constamment. Ouais, c'est ça. Achetez jamais de jouets pour enfants sur Amazon et donnez-leur jamais de l'eau de Montréal non plus. Voilà, c'est les deux conseils. C'est ce qu'on a à se rappeler. Il y a des employés chez Amazon qui ont essayé de lever le flag quand Amazon s'est mis à permettre la vente de vêtements sur Marketplace en disant qu'ils vendaient des produits potentiellement dangereux, justement pour les enfants, entre autres. Il y avait par exemple du linge pour enfants inflammable ou qui dégageait des odeurs de pétrole. Mais Dharmesh Mehta, qui était responsable de Marketplace à ce moment-là, aurait dit « C'est pas la job de notre département de policer le site. » Puis quand ils ont enlevé les vérifications, ce que chez Amazon on appelle de la friction, ben leurs ventes ont bondi. Fait qu'ils étaient encouragés, évidemment, à enlever le plus possible des balises qui auraient pu protéger les clients parce que ça faisait monter les ventes. Mais légalement, en tant que revendeur, Amazon n'avait aucune responsabilité légale
aux États-Unis, c'est juste, ils sont comme, ah oui, mais c'est pas de notre faute, on vend un affaire d'un entrepôt chinois, fait que c'est eux qui sont responsables. Nous, en tant que revendeurs, on n'a pas de responsabilité envers la clientèle. C'est en effet leur défense. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une grosse action collective qui coûterait des millions et des millions pour suivre Amazon. Et qui veut se lancer là-dedans, ben c'est ça. Puis quand je te dis qu'ils travaillent en silo, mais ça, c'est une autre affaire. Le département qui s'occupe de Marketplace, leur seule responsabilité, c'est de faire monter les ventes de Marketplace. Il y a un autre département qui s'occupera de la sécurité ou des risques légaux. Ça, c'est pas notre problème. Nous autres, notre job, c'est de faire monter les ventes et on parle pas aux autres. T'sais. Donc, ça aussi, ça fait partie de la structure et c'est par design. C'est pas un accident. C'est comme ça que c'est dessiné. Puis si t'es un commerçant puis que tu penses que tu vas t'en sauver en faisant pas affaire avec Amazon puis en vendant pas tes produits sur Marketplace, ben c'est pas si simple non plus. Bon, évidemment, tu te prives d'un énorme marché. Aujourd'hui, le magasinage en ligne prend de plus en plus d'importance. Je sais pas si t'es allé visiter un centre d'achat en personne récemment, là. J'ai déjà vu des morgues plus festives que le centre d'achat à Rimouski. Puis la plupart des gens aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été... Il y a des recherches qui l'ont prouvé, quand ils commencent à chercher un produit, ils vont même plus sur Google en premier, ils vont sur Amazon directement. Ouais. Et c'est pas le seul problème pour un marchand qui veut éviter Amazon, qui veut éviter Amazon. Dans le livre de Mattioli, The Everything War, elle raconte l'histoire de Adore Me, qui était une marque de lingerie qui a été lancée en 2012. Eux autres, ils vendaient directement à leurs clientes, donc un peu sur ce fameux modèle web où il n'y avait pas de boutique. Ils vendaient directement en ligne de l'usine aux clients, exact, de leur site. Et il y avait un bon succès, au point où en 2016, Amazon les a contactés directement pour leur demander s'ils voulaient vendre leurs produits sur Marketplace. Puis ils ont dit non merci, on est super heureux avec notre modèle d'affaires, puis on cherche pas à aller sur Amazon. Donc, en 2019, ils sont mis à voir apparaître plein de copies de leur modèle sur Amazon, dont un qui s'appelait Adore Me au lieu de Adore Me. Okay. Ils ont trouvé plus d'une douzaine de marchands, en fait, sur Amazon qui copiaient leur modèle, leur design. En fait, il y en a beaucoup qui copiaient directement les photos qu'ils avaient prises sur leur site puis qui les mettaient sur Amazon. C'était les mêmes photos. C'était les photos de leur site. Ils avaient fait copier-coller des photos du site puis envoyer une reproduction faite en Chine. Puis ça, c'est ça. OK. Mais ça, c'était techniquement des revendeurs. C'était pas Amazon. C'était pas des produits directement Amazon. Exact. Mais non seulement ça leur enlevait des ventes, évidemment, parce qu'il y a des gens qui se tournaient vers la copie cheap sur Amazon plutôt que directement sur le site. Mais en fait, les noms étaient tellement proches qu'il y a beaucoup de clients qui pensaient qu'ils avaient acheté la vraie affaire. Ils avaient acheté du Adore Me au lieu de Adore Me, mettons. Et ils trouvaient qu'Adore Me faisait des produits de marde qu'ils leur recevaient. Ils étaient comme ça se tient pas, ça pue. Ça leur nuit après, et ça leur donne une mauvaise réputation. Oui. Puis quand ils se faisaient pas écrire directement par des clients qui étaient comme « Hey, j'ai commandé tel soutien sur Amazon, puis genre, c'est dégueulasse ce que vous faites comme produit. » Puis t'es comme « Mais c'est pas nous, tu sais. » Donc, en 2020, le PDG a pas eu le choix, il a cédé. Il avait pas les moyens de poursuivre Amazon, puis encore moins des usines obscures en Chine, parce que comment tu vas les poursuivre, qui va les amener en cours, tu sais. Fait que leur seule option, c'était de commencer à vendre sur le site d'Amazon. Ouais, fait qu'ils se sont dit, au moins comme ça, les gens vont tomber sur nos produits puis vont arrêter d'acheter. Ils sont 100% fait forcer la main, genre. C'était pas un choix volontaire. Exact, c'est ça, ils se sont fait forcer la main. Et puis là, quand ils font des ventes sur Amazon, ils doivent donner la moitié de leur vente. Soudainement, ils n'ont pas le droit de vendre plus cher que ce qu'ils vendent directement sur leur site. Fait qu'ils font juste moins d'argent avec leurs produits. Parce que c'était ça ou laisser le monde acheter des copies cheap puis détruire leur image de marque. Et c'est juste le début. Le pire s'en vient. Se faire copier par des usines chinoises, c'est une chose. Mais se faire copier directement par Amazon, ça, c'en est une autre. Et c'est arrivé souvent. Là, je sais que tu me posais des questions. Oui, ça, j'en avais entendu parler, puis c'est sketchy en hostie de... Ce que j'avais compris, puis tu rajouteras, c'est ça, tu préciseras les affaires, mais... Ce que j'avais compris, c'est qu'Amazon voyait, quand un produit vendait vraiment bien par un tiers, Amazon se disait, OK, on va refaire la même chose. Fait qu'eux, ils pouvaient vendre des trucs sans avoir à faire d'études de marché, parce que leur étude de marché, c'était les autres vendeurs. T'as exactement résumé le scam. Je vais te donner des exemples concrets de ce qui est arrivé, mais c'est exactement ça. Puis là, je fais encore une petite confession personnelle, mais pendant un bout, j'achetais beaucoup de produits, moi, Amazon Basics, avant de savoir ça. Parce que c'était des produits de vraiment bonne qualité, puis souvent vraiment moins chers que la compétition. Fait que, tu sais, j'achetais des câbles USB, il y a tellement d'affaires Amazon Basics que j'ai acheté des culottes courtes à un moment donné, parce qu'ils en vendaient des packs de je sais pas combien pour le prix d'une paire de la compétition. Puis honnêtement, c'était de la même qualité que si j'avais acheté des culottes courtes Adidas ou Nike. On dirait que ce podcast est en train de devenir mon confessionnal capitaliste. mais à chaque fois, on le précise de « Hey, je fais plus ça maintenant, mais oui, c'est tout le temps dans la honte. » Mais mon point aussi, c'est... Non, mais je fais une parenthèse, là, c'est pas du tout écrit ce que je vais dire là, mais
Mon point aussi, c'est que pour les auditeurs qui nous écoutent, je veux pas que ça file comme... Je veux pas vous shamer, ouais. Je suis pas là pour vous shamer. Je comprends pourquoi vous achetez probablement sur Amazon. J'ai été à la même place avant de commencer à vraiment plus creuser. Tu sais, j'avais une idée vague, évidemment, qu'Amazon, c'était pas une compagnie super... Au moins, sachez-le, puis prenez vos décisions en fonction des vraies informations. Tu sais, oui, j'avais une idée vague que c'était pas une compagnie super éthique, mais je connaissais pas les détails. Puis on dirait que maintenant que j'en sais tellement, que j'ai tellement lu sur Bezos et Amazon, on dirait que là, j'aurais beaucoup de misère à retourner sur le site. Mais je comprends pourquoi vous achetez là et je suis pas là pour vous shamer. C'est complètement normal. Puis en tout cas, on en parlera plus tard. Mais je pense aussi que peut-être qu'Amazon est devenu un service qui devrait exister, mais peut-être juste pas dans sa forme actuelle. OK. Ben, je suis curieux, je comprends pas ce que tu veux dire, mais OK, on en reparlera, mais je vais garder ça pour plus tard. Donc, voilà, tout ça pour dire, je reviens à mon texte. Donc, c'est ça, c'était des bons produits moins chers, mais il y a une raison pourquoi c'était moins cher. Ils les volaient, puis là, je veux dire, allegedly, prétendument, parce que j'ai absolument pas les moyens de me faire poursuivre par Amazon. Mais en même temps, qui a les moyens, sauf genre Vladimir Poutine, puis Elon Musk, peut-être. Donc, voilà. Mais je vais quand même vous raconter les histoires que j'ai lues dans les livres et qui sont rapportées notamment dans le livre de Mathioli. En fait, je vais commencer avec l'histoire de Fortem, qui était une toute petite compagnie new-yorkaise de 4 employés, qui a été lancée en 2016 par ses 2 fondateurs, et là, je vais massacrer leurs noms, ils sont russes, je m'en excuse, Yuri Petriv et Oleg Maslakov. Donc, c'était deux jeunes New-Yorkais dans la mi-vingtaine. Puis, Fortem, c'est ça, il existe encore, ils vendent plein de trucs, là, des coussins, des accessoires de voiture, mais leur premier produit, ça a été ce qui les a vraiment mis au monde, puis c'est encore leur produit le plus populaire, c'est un espèce d'organisateur pour la valise d'auto. C'est tous des produits de char, dans le fond. Oui, surtout. Je pense qu'il y a une couple d'affaires pas de char, mais c'est beaucoup ce genre de cossin-là. Donc, c'est une espèce de sac un peu rigide, là, que tu peux... avec des sections, genre. Exact, avec des sections que tu peux séparer tes produits. Tu sais, mettons que tu veux mettre des produits nettoyants, puis de la bouffe, tu sais, puis que ça se touche pas et tout ça. Puis c'est comme à velcro, fait que ça colle dans le fond de ta voiture. T'sais. Bon, c'est super simple, là, mais c'est quand même étonnamment plus compliqué qu'on pense. Il a fallu qu'ils fassent énormément de prototypes avant de trouver le bon format exact qui allait fitter dans la plupart des valises de char, le bon matériau qui allait être résistant mais qui allait pas coûter trop cher, qui allait bien se nettoyer s'il y avait des dégâts. Oui, ça c'est beaucoup. Ben, toute la recherche et développement, c'est une grosse partie d'une entreprise. Puis, même pour un truc qui a l'air aussi simple qu'un sac un peu rigide avec 3 compartiments, tu sais, ça leur a pris énormément, des dizaines et des dizaines de prototypes puis de négociations avec des usines pour trouver le bon prix. Et ils sont mis à vendre via Amazon. Puis d'ailleurs, c'est pratiquement le seul endroit d'où proviennent leurs ventes. C'est vraiment par Amazon Marketplace. J'ai plus le chiffre, mais je pense que c'était comme plus de 90% de leurs ventes se font via Amazon. Puis leur organisateur de coffre, comme je te dis, ça a super bien fonctionné. En 2019, ils en ont vendu 33 000 pour un total de 800 000 en revenus bruts. Puis évidemment, ils versaient leur cote à Amazon. Donc c'était comme gagnant-gagnant pour eux. Puis... Amazon, en fait, une fois toutes ses dépenses pour la livraison et tout ça, il leur restait 4 piastres de profit net. Par produit vendu. Par sac vendu, exactement. Pour un sac qui était vendu en moyenne 25. Fait qu'une fois même que tu enlevais le coût de l'entrepôt, de la livraison, des employés, tout ça, sur un produit à 25 piastres que le client payait 25 US, Amazon empochait 4 $ de profit net, ce qui est comme un super bon profit pour Amazon. C'est 20% de profit net, en fait, pour un produit qu'ils n'ont pas dessiné, qu'ils ne fabriquent pas, ils font juste le recevoir, l'envoyer. Tu sais, sur 33 000 sacs vendus, mettons, x 4, ben c'est 120 000, mettons, US pour finalement pas grand-chose. On s'entend que pour Amazon, 120 000, c'est pas ça qui fait vivre ou mourir leur compagnie, mais tu sais, la première année de leur vie, ils ont fait quoi? Oui, je te disais, il avait fait 12 000 en vente, tu sais, là, c'est 10 fois plus pour un produit parmi des millions qui ont juste besoin d'envoyer. Mais c'était pas assez pour Amazon. La division responsable des produits Amazon Basics se faisait imposer des objectifs vraiment stricts, puis la tentation de piger dans les données du marketplace est grande. Amazon se défend en disant non, il y avait des firewalls, il y avait des murs par feu, puis l'équipe de Basics... Il n'y avait pas accès à ces données. C'est absolument faux et ça a été prouvé par la suite des choses. C'est exactement ça qu'ils ont fait, en fait, avec Fortem. Ils ont téléchargé toutes les données sur le fameux sac organisateur de valises. Les chiffres de vente, le coût dépensé en livraison, en marketing. Il y avait
toutes les données. Tout planifier, ouais. Puis en octobre 2019, Amazon Basics ont lancé 3 organisateurs presque identiques à ceux de Fortem. Ils n'ont jamais demandé la permission, ils n'ont même pas averti. En fait, les gars de Fortem l'ont appris quand Mattioli, qui a reçu des documents qui prouvaient tout ça, les a contactés pour avoir leur opinion. Mais eux, ils s'étaient même pas rendu compte qu'il y avait un produit similaire qui était en vente. Eux s'en étaient pas rendu compte. Ils ont juste tout d'un coup eu une chute de vente, puis ils se posaient pas de questions. Puis Mattioli les a appelés en disant « Hey, j'ai eu des documents puis qui prouvent que Amazon vous a copié, tu sais, ça. » Puis ils ont fait comme « Quoi? » Et ils savaient pas. Oui, exactement. Donc... Puis on sait-tu à quel point Amazon vendait l'organisateur Amazon Basic vraiment moins cher? Ou... Je sais pas le prix, ça, l'histoire le disait pas. Mais voilà, tu sais, ils ont quand même copié, puis avec des données qui leur appartenaient, qui appartenaient à Fortem, tu sais, au final. Puis là, je veux juste être clair, tu sais, des compagnies qui font des marques maison, c'est loin d'être nouveau. Là. Tu sais, tu vas à ta pharmacie, par exemple, à côté du Tylenol, c'est une petite envie d'autisme un jeu de soir. À côté du Tylenol, tu sais, tu vas avoir la marque maison de ta pharmacie locale, avec un emballage qui ressemble. Mais il y a une différence majeure. Ben, en fait, il y en a plusieurs. La première, c'est que la pharmacie paye aussi pour avoir les produits de la marque officielle. C'est-à-dire que si tu vas au Jean Coutu, par exemple, eux autres, ils payent à la compagnie pour avoir du Tylenol en magasin. Ce qui n'est pas le cas d'Amazon. Amazon n'achète pas des organisateurs à Fortem. Ils font juste les livrer pour eux puis les entreposer pour eux, mais ils les achètent pas. Fait que eux, mettons, tu sais, c'est ça, ta pharmacie achète 1 million en Tylenol par année, ben ils veulent le vendre, ce Tylenol-là aussi, parce qu'ils l'ont payé, tu sais. Puis de toute façon, c'est pas les grandes entreprises pharmaceutiques qui vont me faire pleurer non plus. Non, c'est ça, exactement. Mais je te donne un exemple parce que c'est un exemple clair, mais tu sais, tu pourrais dire ça avec les céréales, tu pourrais dire ça avec une foule de produits, là, tu sais. Fait qu'il y a ça. Et il y a de deux aussi que la majorité du temps, c'est les mêmes compagnies qui fournissent les marques maison aux pharmacies. T'sais, Jean Coutu, justement, ils n'ont pas une usine dans le Baxter qui fabrique du Tylenol. Là, c'est les grandes compagnies qui leur fabriquent pour eux. Eux autres mettent l'emballage et le vendent moins cher. Mais ça, c'est intéressant quand même. Fait que ça veut dire que c'est vraiment des produits identiques qui viennent de la même place. Souvent, oui. Okay. Souvent, oui, c'est le même fournisseur. C'est très différent d'Amazon qui prête son infrastructure aux fabricants en échange de frais, mais tu sais, c'est ça, ils les achètent pas, comme je te disais. Et Mattioli donné une super bonne image dans son livre que je vais emprunter. C'est qu'Amazon, en quelque sorte, c'est plus comme un centre d'achat en ligne qui accueille, en tout cas Marketplace, qui accueille plusieurs magasins dans son centre d'achat virtuel. Puis qui est fait payer pour avoir une place. Dans le centre d'achat, exactement. Fait que la bonne comparaison, c'est pas le magasin qui se met à offrir une marque maison. La bonne comparaison, c'est le propriétaire du centre d'achat qui défonce la boutique le soir pour aller voler toutes leurs données puis leurs produits. T'sais. C'est ça la comparaison. Puis ils n'ont pas juste copié des petits joueurs comme Fortem, ils ont aussi essayé de copier des plus gros joueurs pour leur marque Amazon Basic. En 2015, ils voulaient copier les produits maison de Trader Joe's, que tu connais peut-être, on n'a pas ça ici au Canada. Là, mais c'est très américain, là, mais ouais. Oui, c'est très américain, mais c'est une chaîne d'épicerie qui a comme une espèce de following culte un peu, qui ont vraiment leur propre façon de fonctionner. Puis les produits qu'ils vendent, c'est des produits un peu weird qui fonctionnent. T'sais, ils donnaient des exemples de genre, je sais pas, là, c'était des brioches à l'eau de rose ou je sais pas quoi. C'est des trucs que tu trouves vraiment juste chez Trader Joe's. Exactement. Puis c'est un peu ça leur marque de commerce. C'est on vend des produits qu'on fait nous-mêmes et qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Et ils n'ont pas de site web. Donc Amazon était mal pris parce que c'est ça, Trader Joe's est notoirement secret en général. Puis ils n'ont pas de site web. Fait qu'Amazon ne peut même pas utiliser les données de trafic web pour deviner c'est quoi les meilleurs vendeurs chez Trader Joe's. Fait que c'était des données qui sont vraiment protégées. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé une cadre de chez Trader Joe's, mais sans lui dire sur quoi elle travaillait. Allait travailler. Ils ont juste dit on aurait un job pour toi chez Amazon en passant notre revue, mais ils n'ont pas dit, ils ont dit c'est secret ce qu'on fait pis ça. Donc une fois que tu as l'emploi, on va pouvoir t'en dire plus, mais on peut pas te le dire avant. Okay. Fait qu'à sa première journée, elle est rentrée, puis là ils l'ont mis dans un bureau où toutes les fenêtres avaient été obscurcies avec du papier carton. Puis là, elle a comme fait dans quoi je m'embarque, tu sais. Et elle a catché en fait. Avec du papier carton, genre ils ont mis des boîtes dans les fenêtres. Ça, non, ils mettent du papier craft dans les fenêtres quand c'est des projets secrets pour pas que quelqu'un qui a un drone ou un télescope ou peu importe puisse voir sur quoi il travaille. Ça fait une weird première journée au bureau. Ouais. Hey, viens, ton bureau est dans le sous-sol, puis toutes les fenêtres sont couvertes. Oui, absolument. Donc, elle a compris assez vite qu'il l'avait engagé puis qu'elle révèle des secrets commerciaux, en fait. Ouais. Elle a refusé au début, mais ils ont fait de la pression pendant 6 mois sans arrêt, jusqu'à temps qu'elle a fini par accepter de leur envoyer un fichier Excel avec les meilleurs vendeurs d'une semaine quelconque là, chez Trader Joe's. Donc, une semaine donnée, là, mettons la semaine du 6 novembre, voici les 200 meilleurs vendeurs de cette semaine-là. Elle a fini par craquer et elle leur envoyer ça. La réponse de son boss a été, bon, enfin, à cette heure de nous les marges de profit sur chaque produit. Là, elle a fait comme, non, c'est assez, j'avais déjà vraiment pas le droit de vous partager ce document-là, comme c'est assez, j'irai pas plus loin. Et son boss s'est mis à l'engueuler devant tout le monde jusqu'à temps qu'elle se mette à pleurer dans le milieu de la salle. Le fichier Excel a été partagé dans la compagnie.
parce qu'évidemment, ils n'ont pas gardé ça secret. Et il y a un employé qui a levé le flag au département légal quand ça s'est rendu jusqu'à eux. Oui, parce que c'est de l'espionnage industriel. Parce que l'espionnage industriel, c'est absolument illégal. Et là, tous les employés qui avaient consulté le document Excel ont été renvoyés. Ce qui est malade. Il y a eu de la pression du boss. Oui, mais ça leur enlève pas de responsabilité. C'est vraiment weird comme move parce que ça enlève pas de responsabilité à Amazon de renvoyer tout le monde. Mais ça, c'est l'autre avantage de la structure en silo. C'est qu'après ça, les hauts placés peuvent se défendre en disant « Ah non, mais on a décidé indépendamment de faire ça. Nous, on leur a pas demandé ça. » Pas au courant. Et on a agi, on a renvoyé ces employés-là. Et en effet, ils ont l'intelligence de jamais donner cette commande-là directement. C'est juste qu'ils mettent des quotas tellement intenses et tellement inatteignables de façon éthique que, évidemment, tes équipes vont prendre des moyens qui sont... Mais il n'y a pas un courriel qui est facile à retrouver où ils disent « Hey, il faut que tu fasses telle affaire. » C'est ça. Ils se font rarement prendre parce qu'ils mettent ils mettent des quotas qui font que tu n'as pas le choix de prendre des moyens non éthiques ou même des fois carrément illégaux pour les atteindre. Mais après ça, ils font « On vous a jamais demandé ça, nous autres. » Et ils renvoient le monde quand ils se font prendre. Et encore, c'est ça. Pire encore, en fait, il y a certains employés qui ont décrit à Dana Mattioli un système presque automatisé qui s'est implanté. Il y avait un employé d'Amazon à Seattle qui sortait les meilleurs vendeurs dans une catégorie donnée. Quand il voulait commencer à développer une nouvelle gamme de produits Amazon Basics, par exemple, on veut faire des câbles HDMI, par exemple. Il sélectionnait ceux avec les meilleures marges de profit sur le site d'Amazon parce que oui, évidemment, ils ont accès à toutes ces données-là, y compris la marge de profit. Puis après ça, il envoyait la liste de produits retenus à l'équipe d'Amazon à Shenzhen, en Chine, qui se les faisait livrer et qui les amenait directement chez les manufacturiers dans les usines en Chine, à Shenzhen. Et il faisait « Voici ces produits-là, pour combien vous pouvez nous les faire? » Et fait que il prenait le produit original puis il disait recrée-moi ça pour combien. Donc eux autres, ils recevaient une liste de, mettons, les 10 câbles HDMI avec la meilleure marge de profit qui était vendue sur Amazon. Ils commandaient ces 10-là, ils arrivaient, ils montraient au manufacturier puis ils faisaient pour combien tu peux nous faire un produit équivalent. Et si le manufacturier était capable de leur offrir un prix qui lui donnerait une encore meilleure marge de profit que ce qu'eux faisaient sur la vente d'un câble de la compagnie XYZ, ben ça devenait un produit Amazon Basics. Ouais. Mais je veux dire, c'est carrément de la copie, là, comme il n'y a même pas de question. Là. Amazon, eux autres, c'est ça. Ils se défendent de ces histoires-là de plagiat puis de copie en disant qu'ils ont des formations sur l'éthique. Donc, j'imagine qu'une fois de temps en temps, ils font un petit quiz web, qu'il y a un mur par feu entre l'équipe des marques privées et tout ça. Puis que dans le fond, les fois où ça serait arrivé, ben, ça serait des éléments rebelles. Oui, c'est pas l'entreprise qui l'a demandé. Okay, je comprends. Mais les employés qui ont témoigné disent toute la même affaire. Les pare-feux, jusqu'à récemment, c'était une vraie joke. Là, à un moment donné, la pression s'est intensifiée, puis le gouvernement est même intervenu. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils se sont mis à mettre des pare-feux qui étaient plus sérieux entre les différents départements, mais c'est récent. Puis c'était bien connu que tout le monde pigeait dans les données de Marketplace. En fait, ils appelaient ça le plat de bonbons, carrément. Évidemment aussi, Jeff Bezos peut faire semblant qu'il savait pas, mais en mettant des quotas comme ça, ben, oui, tu peux pas t'attendre à d'autres conséquences. D'ailleurs, en 2017, il a réuni ses vice-présidents et il leur a demandé de faire passer la part des ventes de marques privées de 1% à 10% d'ici 2022. Fait que ça veut dire qu'il faut vous multiplier la part de notre marque privée dans nos ventes par 10. La marque privée étant Amazon Basics par 10 en 5 ans. Ouais. Tu sais, fait que quand je te dis des quotas qui ont impossibles à atteindre, ben c'est ça. Et il y a même des gestionnaires qui ont reçu la consigne de faire passer le cap du milliard en vente pour leur marque privée dont il y avait la responsabilité. 1 milliard, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies qui ne vendent pas 1 milliard et qui font un seul produit. Tu sais, c'est dément. Et l'autre affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'échec, c'est très mal vu chez Amazon. Je vais en parler au prochain épisode qu'on va parler de travailler chez Amazon. Mais Jeff Bezos, c'est un grand adepte du stack ranking, qui est une pratique selon laquelle tu renvoies un certain pourcentage de tes employés à chaque année pour juste garder les meilleurs et pousser tout le monde à redoubler d'ardeur pour pas être dans le... Tu veux un roulement tout le temps, puis c'est ça. Tu as tout le temps un bottom 10% que tu vas renvoyer chaque année. Et ça fait que toi, si tu travailles là, tu fais tout pour pas être dans le bottom 10. Et... tu sais, dans les cadres, c'est des gens hautement éduqués et hautement intelligents qui travaillent chez Amazon. Tu sais, t'es pas en compétition contre Monique, la madame un peu paresseuse qui sait pas servir d'Excel. T'es en compétition contre du monde qui sont gradués de Princeton, tu sais. Fait que si tu veux pas être dans le bottom 10, il faut que tu travailles beaucoup puis que tu sois prêt à tout, tu sais. Donc, c'est sûr que quand tu mets des objectifs inatteignables de façon éthique et que tu laisses les données là en disant « je regarde pas », ben tu peux pas dire « c'est de leur faute s'ils s'en ont servi ». Mais c'est ça, exactement. On sait aussi qu'Amazon a mené des enquêtes internes au sujet de l'utilisation des données du Marketplace par les équipes des marques privées. Mais Amazon a toujours refusé de divulguer quoi que ce soit des résultats de ces enquêtes-là, ce qui ressemble quand même à une réponse en soi, on se mentira pas. Puis, de toute façon, ces pratiques-là sont faites à un bien plus haut niveau. Une des techniques préférées d'Amazon, et je répète encore prétendument, allegedly, c'est de faire semblant qu'ils veulent acheter une compagnie
pour que dans le processus d'achat, la compagnie soit obligée de leur fournir tous les détails, les informations privilégiées qu'ils détiennent. Et ensuite, toujours prétendument... Ils font juste dire « finalement, on a changé d'idée, mais on a eu toutes les infos qu'on avait besoin. » Exact. C'est fou, ça. Tu serais bon de travailler chez Amazon, tu devines les scams. Oui, mais ça, c'est assez obvious, mais OK. Fait que ça, ils font ça avec des compagnies qui sont pas déjà des vendeurs chez eux, qui n'ont pas déjà accès à toutes leurs données. Exact. Donc, je te donne encore une fois un exemple. En juin 2015, Amazon a annoncé le Alexa Fund, qui était un fonds d'investissement de 100 millions de dollars US pour des entrepreneurs qui voulaient utiliser les fonctions d'Alexa dans leurs produits. Donc, tu appliquais puis tu disais, j'ai une idée de produit et ça va utiliser Alexa de telle façon, blablabla. Et Amazon pouvait investir dans ta start-up, dans ton entreprise pour t'encourager à développer ce produit-là. Un de ceux qui ont appliqué, en fait, c'est Jonathan Frankel, qui est un rabbin et un père de famille de Philadelphie, qui avait lancé la compagnie Nucleus. Nucleus, en fait, ce qu'ils faisaient, eux autres, ils fabriquaient des intercoms avec des écrans et des caméras. Fait que c'était comme une espèce de iPad que tu vissais sur le mur avec une caméra. Puis, tu pouvais communiquer dans la maison, pouvoir parler d'un bout à l'autre quand tu as une grande maison. C'est pas un problème que je vis dans mon trou et demi, je te dirais, là. Si je veux voir la personne, je me tourne la tête. Si tu veux parler avec ton chat, tu fais juste l'appeler. Oui. Mais bon, I guess que c'est une maison sur plusieurs étages, ça peut être utile. Fait que, puis il se rendait compte que les intercoms qui étaient vendus, en fait, l'idée lui était venue parce que c'est ça, il y a plusieurs enfants, il y avait une grande maison, puis quand il voulait parler à ses enfants, c'était difficile, fait qu'il avait voulu magasiner des intercoms, puis c'était tous des systèmes genre des années 70 pratiquement, tu sais, avec le vieux micro qui griche comme vous avez peut-être eu dans vos écoles. Fait que lui, il s'est dit non, on peut moderniser ça. Fait que tu sais, il va avoir une caméra, tu vas pouvoir voir la personne lui parler direct. Donc l'ensemble était vendu pas super cher, là, c'était comme 250 $. Puis pour une petite start-up, en fait, ça se vendait assez bien. Il avait même réussi à rentrer dans des grosses chaînes de quincaillerie nationales aux États-Unis comme Lowe's. Donc c'était quand même un beau succès pour une petite entreprise fondée par un père de famille. Ils ont appliqué au Alexa Fund, puis ils ont obtenu des investissements totaux de 5,6 millions, dont 1,5 qui provenaient d'Amazon. Et une des peurs de Frankel et de Jonathan Frankel, le fondateur, et de ses associés, par contre, c'était qu'Amazon copie son produit. Parce que Amazon avait déjà commencé à sortir des produits qui étaient proches de ça. Okay. Par exemple, le premier Amazon Echo, le fameux speaker intelligent qui est sorti en 2014. Fait qu'ils se disaient, tu sais, ça pourrait être quand même dans la même gamme de produits. Fait qu'il y avait Puis, est-ce qu'Amazon avait déjà la réputation de... eux, ils étaient futés, ils se doutaient que ça se pouvait. Genre. Je sais pas si lui savait que ça s'était fait ailleurs avec d'autres entreprises, mais en tout cas, il y avait cette crainte-là de on est en train un peu de rentrer dans la gueule du loup. T'sais. Mais donc, il a posé ces questions-là, en fait, puis les représentants d'Amazon l'ont rassuré en disant non, il y a un pare-feu solide entre l'équipe qui s'occupe du fonds Alexa puis les équipes qui développent les produits pour Amazon. Pas besoin de s'inquiéter. C'est deux équipes qui communiquent à peu près pas ensemble. T'sais. Donc, dans le cadre de l'investissement, Amazon ont eu droit à un siège sur le conseil d'administration de Nucleus et un accès total à toute leur documentation, donc leurs états financiers, leurs brevets, tout. L'affaire, c'est que dans le contrat, Amazon ont mis une clause comme quoi il y avait le droit d'utiliser toute information obtenue dans le cadre de l'entente sans demander la permission et sans compensation. Puis ça tombe bien parce que souvent, dans les rencontres pour des potentielles acquisitions, ou dans ce cas-ci pour un investissement, ben Amazon avait l'habitude d'inviter des ingénieurs des divisions Alexa. Juste, hey, il va être assis là. Ouais, qui s'assoyaient en silence. Souvent, ils ne se présentaient pas de toute façon. C'est juste le gars qui prend des notes dans le fond de la pièce. Exact. Et il leur disait pas. Puis il y avait d'autres... Comme un humoriste français dans un club à New York. Exact. Puis j'ai oublié le nom de la compagnie, mais il y avait un autre entrepreneur à qui était arrivé une affaire semblable qui témoignait. Puis il disait, maintenant, on embarque sur une réunion Zoom. Puis il y a juste 4 personnes que je connais pas. Puis personne m'est présente. Oui, puis là, je suis comme, OK, mais vous êtes qui, vous? Puis ils sont comme, je travaille pour Amazon, bonjour, enchanté. OK, mais qu'est-ce que tu fais chez Amazon? Ben, je travaille. Et il a fallu qu'ils posent des questions, puis ils ont fini par lui dire, ouais, mais on est ingénieur. Puis il a fait, mais non, mais vous en allez de l'appel, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, mais voilà, c'est super commun. Fait que, évidemment, tu devines la suite pour Nucleus. 8 mois plus tard, Amazon ont dévoilé le Echo Show, un écran avec une caméra qui sert d'intercom pour les domiciles. Oui. Et en plus, en cause de leur immense pouvoir d'achat et parce qu'ils peuvent subventionner à perte des produits avec les revenus de toutes leurs autres activités. Ils vendaient vraiment pas cher. Pas cher. Ils vendaient moins cher que ça coûtait à Nucleus de faire fabriquer le produit. Fait qu'il n'y avait aucune chance de pouvoir compétitionner. Puis c'était probablement fait à perte par Amazon, mais ils s'en foutaient. Potentiellement, où ils ont le volume d'Amazon, où ils peuvent aller voir une usine puis dire « Hey, on te rapporte 28 milliards par année. Ouais. Tu vas nous le faire pour 100 piastres, ce gossin-là. » Une couple de mois après la sortie du Echo Show, Nucleus, qui était pourtant un partenaire d'Amazon, qui avait eu de l'investissement d'Amazon et qui avait un membre d'Amazon sur le conseil d'administration, ils ont été obligés de mettre à pied la moitié de leurs employés. Ils ont menacé de poursuivre Amazon, mais les avocats d'Amazon leur ont dit « Si vous nous poursuivez, Amazon va mettre tout son poids contre vous dans la poursuite. »
Et évidemment, il n'était pas de taille. Puis il n'y a pas, mais c'est parce qu'il y avait des affaires. Puis il n'y avait pas des affaires de brevets qui auraient pu les sauver de. Ouais, mais encore là, faut que tu sais, ça devient des démarches légales. Faut que tu t'embarques dans un gros combat, ouais. Contre une armée d'avocats, tu vas être ruiné, peu importe, même si tu gagnes, tu vas être ruiné. Fait qu'ils ont eu une entente en recours pour 5 millions, et ça a été ça. Là, ils sont recyclés dans le domaine médical. Là, ils font des espèces d'écrans pour des personnes âgées, par exemple, qui pourraient avoir besoin d'assistance. Mais apparemment, ça marche vraiment pas fort. Puis, disons, on réussira jamais à récupérer même l'investissement qu'on a mis là-dedans. Fait que c'est pas mort encore, mais c'est pas fort. Et encore une fois, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Je vous dis, si ça vous intéresse, tout ça, allez lire le livre de Mattioli, des exemples. Il y en a des pages et des pages. Ils ont fait ce coup-là avec des écouteurs, du linge et plein d'autres produits. Et des fois, ce qui est encore pire qu'Amazon qui fait semblant de s'intéresser à ta compagnie pour voler tes données, c'est quand ils veulent vraiment acheter ta compagnie. Des fois, c'est pire. L'épisode s'en vient déjà long. Là. On est à quoi? 50, presque 1 heure. Mais je vais te donner un dernier exemple, puis on va finir cet épisode-là pour aujourd'hui. Donc, je te raconte encore une petite histoire. C'est comme l'heure du conte, hein? Mais l'heure du conte dystopique capitaliste. C'est l'histoire de Mark Lore, un homme d'affaires du New Jersey qui a parti un site d'échange de cartes sportives. Il avait vendu ça pour 5,7 millions. C'est quand même assez tôt dans l'histoire d'Internet. Et ce 5,7 millions-là, il a décidé de l'investir avec un de ses amis d'enfance qui s'appelait Vinit Bharara dans une nouvelle entreprise. Leur nouvelle entreprise, elle s'appelait Quidsy. Leur plus grosse affaire de cette entreprise-là, c'est qu'il y avait un site qui s'appelait diapers.com. Je te laisse deviner ce qu'ils vendaient. Ils vendaient des couches. C'était genre un service d'abonnement, j'imagine, de tes livres tout le temps à la même fréquence ou quelque chose. Je sais pas s'il y avait un abonnement. Ils viennent chercher tes couches sales. Ça, c'est une bonne business. Man. Je pense que c'était ça, exactement. Mais je sais qu'en tout cas, ils vendaient des couches puis des produits pour bébé, lotion, tout ça. Formule d'allaitement à poussette. Mais je sais pas s'il y avait un abonnement puis tout ça, mais probablement que oui. Puis ça marchait super bien. Éventuellement, ils ont même étendu leur sélection à des produits de pharmacie puis de cosmétiques. Donc, ça marchait vraiment, vraiment bien. Les mères américaines capotaient sur diapers.com. Puis, tu le sais peut-être en tant que jeune papa, mais toi, tu es un jeune papa égalitaire et tout ça. Là, c'est un peu différent. Mais les mamans, c'est un marché que tu veux vraiment aller chercher parce que c'est la clientèle parfaite, en fait. Ils ont beaucoup de temps pour magasiner, mais pas beaucoup de temps pour sortir magasiner. Fait que c'était un site de vente. Tu veux que ce soit en ligne. C'est génial. Quand le bébé dort, ils peuvent gosser sur l'ordi puis acheter plein d'affaires. Ils ont beaucoup de dépenses à faire. Encore là, je t'apprends rien, mais ça coûte cher un bébé. Même si encore là, je t'apprends rien, mais ça dépense beaucoup. Non, les femmes. Non. Oui, un bébé, ça coûte cher. Même si tu utilises des couches lavables. Puis en plus, la charge mentale des mères étant ce qu'elle est. Et là, je rappelle, on a déjà manqué faire un podcast avec Léa Streliski. Ça paraît dans nos propos. C'est souvent les femmes qui sont responsables des achats pour la maison en général, même une fois l'étape du bébé nouveau-né est passée. Donc, si tu as créé l'habitude d'achat chez la jeune maman... Oui, c'est un investissement c'est une cliente qui va rester longtemps. Et là, tu vends des produits de pharmacie, de cosmétiques, fait que peut-être que si elle a pris l'habitude de magasiner sur ton site, mais peut-être qu'elle va acheter des crèmes, elle va acheter de l'aspirine, elle va acheter... Bon, donc, c'est une clientèle qui est vraiment précieuse et qui dépense beaucoup et qui gère les dépenses de la maisonnée. Une mine d'or. Fait qu'évidemment, Amazon est intéressé par ce marché-là. Mais il y avait de la misère à comprendre comment Quidsy s'est arrangé pour réussir à livrer des produits qui prennent autant de place que des couches, super rapidement, puis vraiment pas cher. Donc, ils ont approché Quidsy pour les acheter, mais Quidsy n'était pas intéressé. En même pas 5 ans, Mark Lore et Bharara avaient réussi à faire monter la valeur de l'entreprise à 300 millions en moins de 5 ans, ce qui est incroyable quand même. Puis ils voulaient continuer. Fait que, en réponse, le premier move d'Amazon, ça a été de baisser le prix de leurs couches et de certains produits pour bébés de 30%. Pour leur faire compétition. Ouais. Est-ce que Diaper.com vendait sur Amazon ou non? Il y avait juste leur propre site. Okay. Leur propre site transactionnel où ils vendaient, puis Amazon, c'est ça, réussissait pas à leur faire compétition. C'était un des rares segments où ils se faisaient battre par un compétiteur. Donc, quand ils ont vu que les prix d'Amazon, soudainement, avaient baissé de 30%, Diapers.com ont fait « OK, c'est-tu dirigé carrément contre nous? » Ou c'est juste qu'ils essaient de... Donc, ils ont baissé leur propre prix sur leur site juste pour faire un test. Puis, automatiquement, le site d'Amazon s'est mis à jour pour être 30% en bas du nouveau prix. Okay. Donc, c'était carrément programmé dans l'algorithme de faut toujours être 30% moins cher que Diapers.com. Normalement, ça aurait dû être considéré comme ce qu'on appelle des prix d'éviction. Les prix d'éviction, c'est une stratégie qui est illégale, là, en passant, où une compagnie utilise sa taille et sa position dominante pour proposer des prix insoutenables pour faire fermer un compétiteur. Mais Amazon s'en sortait parce que selon leurs avocats et la défense, c'était on n'est pas du tout dominant dans le domaine des couches et des produits pour bébés. Fait que dans ce domaine-là, on n'est pas vraiment des prédateurs. Oui, mais même si t'es une gigantesque entreprise puis tu peux tolérer assez mais bien solide sûr, pour bien sûr. de l'argent d'ailleurs. Mais
Mais Amazon s'en sort tout le temps en exploitant la lettre de la loi et en ignorant l'esprit, là. Et ils s'en sortent toujours comme ça. Fait qu'ils ont dit non, mais dans le segment des couches et des produits pour bébé, on est un tout petit joueur. Fait que c'est pas vrai qu'on a un acteur dominant. Et peut-être que Quiddly aurait dû débattre ça en cours. Aurait pu, en fait. Mais encore une fois, ça voulait dire aller en cours contre Amazon. C'est difficile à faire. Et encore plus difficile à faire quand soudainement, ton plus gros compétiteur s'est mis à vendre ton seul produit à perte. Donc, malgré tout, ils ont toffé quand même longtemps parce qu'ils avaient réussi à développer une clientèle fidèle qui leur est restée. Là, Mais éventuellement, ils se sont rendus compte que leurs possibilités d'expansion devenaient de plus en plus limitées. Pourquoi? Parce que les investisseurs voyaient qu'Amazon les avait pris pour cible et ils avaient peur et ils ne voulaient plus investir dans Quiddly. Donc, eux, ils étaient en grosse phase d'expansion, de développement. Ils avaient besoin tout le temps de nouveaux capitaux pour se développer. Les investisseurs faisaient... chercher d'argent. Ouais, mais là, vous vous battez contre Amazon. Moi, je risque pas 10 millions, 50 millions là-dedans. T'sais. Donc, même si leur vente tenait encore le coup puis que leur revenu était encore dans le vert, mais là, soudainement, l'investissement s'était fermé pour eux. T'sais. Donc là, il est un peu acculé au pied du mur, il ne pouvait plus grandir. Donc, Lore a appelé Amazon pour leur dire on serait peut-être intéressé à une offre d'achat, on peut en parler. Le 14 septembre 2010, Lore et Barara sont allés rencontrer Jeff Bezos en personne. Et pendant qu'ils étaient en meeting, Amazon a envoyé un communiqué de presse pour annoncer leur tout nouveau service Amazon Mom. Pendant la réunion avec Lore et Barara. Amazon Mom, c'est un service pour les nouveaux parents qui leur donnait jusqu'à 1 an gratuit d'Amazon Prime, un autre 30% de rabais additionnel s'ils s'abonnaient à la livraison mensuelle de couches. Donc, c'est une grosse attaque frontale contre Quiddly et Diapers.com. Et les employés de Quiddly, en panique, essayaient de rejoindre leur boss, mais ils n'étaient pas capables parce que leur cell était fermé parce qu'ils étaient en meeting avec Jeff Bezos. C'est un move de fou furieux. Pour vrai, j'ai lu ça, j'étais comme... Mais Amazon a jamais été intéressé à les acheter pour vrai à ce moment-là. Non, écoute bien, ils les ont achetés. Okay. Quiddly ont calculé qu'en 3 mois, Amazon allait perdre 100 millions juste ses couches. 100 millions en 3 mois. Juste en couches, mais Amazon s'en foutait parce que l'idée, c'était de mettre Quiddly à genoux. D'ailleurs, Bezos a rajouté de la pression en leur disant que s'il décidait d'essayer d'aller vendre à Walmart, il allait donner les couches gratuitement dans le but que Quiddly ne vaille plus rien. Et que comme ça, si Walmart ne voudrait pas les acheter, il n'y aurait plus aucun... Exactement. Ou s'ils se retiraient du deal, vous allez vous retrouver avec rien pantoute. Fait qu'acceptez notre offre ou mourir. Donc, ils ont accepté de vendre à Amazon le 8 novembre 2010. La suite des choses, c'était pas assez clair que les uniques buts d'Amazon Mom, c'était de tuer Quiddly. 1 mois après la transaction, Amazon a annoncé la fin du programme. OK, c'était juste pour faire dropper leur valeur marchande. OK. Pour les payer moins cher et s'assurer qu'ils n'allaient pas vendre ailleurs. Les parents qui s'étaient abonnés à Amazon Mom dans ce mois-là, ils ont-tu eu les frais qui étaient garantis ou non? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, mais... Mais ça n'existait plus après. Exact. Mais là, c'était tellement transparent 1 mois après la transaction que ça ferme que le FTC aux États-Unis s'en est mêlé. Fait qu'ils ont été obligés de rouvrir Amazon Mom temporairement, mais avec des rabais vraiment moins généreux que l'offre originale. Puis en 2017, donc 7 ans après l'acquisition, Amazon a annoncé la fermeture de Quiddly en disant que c'était plus profitable. Ce qui est vrai parce qu'Amazon ont siphonné tous les clients vers le site d'Amazon. Oui, mais ça c'est correct parce que c'était probablement la stratégie dès le début. Exact. L'idée, c'est qu'on va siphonner toute la clientèle de Diapers.com. On sait-tu combien valait Quiddly puis combien Amazon les a achetés? Genre à quel point ils ont acheté moins cher que ce qui aurait... J'ai pas le chiffre, malheureusement. Et aujourd'hui, mission accomplie pour Amazon, sont un des vendeurs les plus dominants dans la catégorie des produits pour bébés et ça continue de grandir. Fait que voilà comment Amazon traite ses compétiteurs. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, Colin? Est-ce que ça t'a étonné? Non, ça m'a pas du tout étonné. C'était un peu ce que je pensais puis ce dont j'avais entendu parler. Mais c'est super sketchy, en fait. Puis c'est fou comment il y a beaucoup de ces affaires-là qui ont de l'air qui ont l'air illégales de façon très, très évidente. Mais c'est vraiment juste une affaire de... Ça feel un peu baillon de... Tu gagnerais probablement en cours, mais ça va te coûter beaucoup trop cher, fait qu'il fais-le juste pas. Mais tu sais, il y a des affaires, c'est clairement illégal. Là, ouais. Et c'est fou, ça s'en dit long aussi sur le système de justice, mais que même si tu gagnes, tu peux être ruiné. Tu sais, ça devrait pas être possible, mais c'est malheureusement vraiment commun. Puis il y a une affaire, j'ai oublié de compter hier, parce que, je sais pas, j'ai besoin de me torturer encore plus. Hier, en me couchant, j'écoutais des vidéos YouTube sur des échecs de produits et tout ça. Et il parlait on parlait du linge pour bébé. À un moment donné, ils vendaient du linge avec des cordons autour du cou pour des capuches pour bébé, puis les enfants les bébés veulent s'étouffer. Et ça a été vendu durant longtemps. Là, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Mais il y avait aussi... Amazon en vendait? Ouais. Okay. Mais il y a eu une controverse il y a quelques années où ils ont vendu des t-shirts pour enfants, mais via Marketplace. Mais quand je te dis qu'il n'y a pas de surveillance, c'est ça. Ils vendaient des t-shirts pour enfants avec un dessin d'une pyramide, puis c'était marqué « Slavery gets shit done ».
Pardon? Voyons donc! OK, fait que personne, c'est ça, personne n'a reçu une photo de ça et tout le monde... C'était juste des trucs automatisés de... Ouais. Hey, c'est fou, ça. Slavery gets shit done. OK, puis c'est qui le revendeur qui vendait ça? Je sais pas. Okay. Fait que voilà. Donc oui, c'est ça. C'est un épisode d'aujourd'hui qui était costaud, malheureusement. C'est un peu décourageant, mais j'ai vraiment juste effleuré la surface. Là, si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment le livre de Mattioli. Il y a 1000 exemples. Il a fallu que je trie parce que bon, ça fait déjà plus d'une heure. Là, mais il y a 1000 affaires. J'étais non, mais faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Fait que le prochain épisode, je présume, va être léger, va être quand même le fun. Ça va nous changer les idées un peu. Oui, parce qu'on parle de c'est comment travailler comme livreur ou dans les entrepôts d'Amazon. Donc... sur ça, mettez-nous 5 étoiles. Mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Moi, je suis humoriste, je m'appelle Colin Boudria. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Hey, t'es tellement rendu rodé, hein? C'est quoi ton... Parce qu'on a oublié de le faire dans les autres épisodes de la semaine passée. Puis c'est @ColinBoudria sur Instagram. Oui, c'est juste @ColinBoudria. Et vous pouvez me suivre aussi. Instagram et TikTok. @PLWallet. Juste sur Instagram, TikTok, c'est gênant. Juste sur Instagram. Hey non, allez, suivez Pierre-Luc sur TikTok. Il a arrêté, mais pendant plusieurs années, il faisait des reviews de jeux vidéo. Non, j'ai supprimé. C'était délicieux. On parle de la vie personnelle, c'est pas grave. Ça vaut la peine, les gens trouvent ça plus le fun. Parce qu'à un moment donné, je parlais à une fille sur Inch, je pense, puis j'y ai partagé un TikTok. Puis là, elle a vu sur ton TikTok. Elle est tombée sur mon compte en cause que ça a fait genre le compte de Pierre. Puis là, elle m'a juste réécrit. Tu sais, je vois juste les 3 petits points apparaître puis disparaître pendant un bout. Puis elle écrit juste Pierre-Luc, pourquoi il y a genre 100 vidéos de toi qui parlent de jeux de Switch en chuchotant? C'est vrai. Parce qu'en plus, ses voisins, ses murs, c'est très mal insonorisé chez Pierre-Luc. Fait que c'est Pierre-Luc qui parle en anglais de jeux de Switch, mais en chuchotant parce qu'il veut pas déranger ses voisins. C'était priceless. Fait que j'ai tout supprimé ça. Donc voilà, merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 sur les travailleurs d'Amazon.